Je vais donc vous parler aujourd'hui du deuxième thème de cette série. Donc je rappelle que la semaine dernière, j'ai parlé de la variation. Cette semaine, je vais parler de la sélection naturelle. Et la semaine prochaine, nous verrons comment, dans la pratique, à partir de données génétiques, on essaie de reconstituer l'histoire des espèces dans leur espace naturel. La question d'aujourd'hui, la sélection naturelle, comme vous savez, c'est quand même une très très grande question en sciences et aussi en histoire des sciences. Et je vais essayer de balayer cette période qui va depuis Darwin, il y a 52 ans maintenant, où la théorie de la sélection naturelle a été publiée dans l'Origine des espèces, jusqu'à aujourd'hui. Il est évident que pendant cet intervalle de temps, la notion de sélection naturelle a énormément changé. Parce que nous sommes dans le domaine de la science, et la science passe son temps, comme le temps d'ailleurs, à manger ses enfants, et à changer continuellement ces concepts. La semaine dernière, beaucoup de gens m'ont posé la question, une question importante, la relation entre la théorie de l'évolution et des questions liées aux religions. Alors, il n'y a pas de relation directe, et je dirais que je ne suis pas moi-même qualifié pour en parler, mais je voulais vous signaler que je suis coéditeur d'un livre qui a suivi un colloque qui a eu lieu pendant l'année Darwin, il y a 2 ans, qui s'appelle « Théorie de l'évolution et religion », qui comprend des modestes biologistes comme moi, prêts à dialoguer avec des gens des sciences humaines et des spécialistes des religions, des gens des sciences religieuses. Alors c'est paru aux éditions Riveneuve, ça s'écrit en un seul mot, c'est à Paris, et ça s'appelle donc « Théorie de l'évolution et religion ». J'ai beaucoup appris, j'avoue, dans ce livre, n'étant pas moi-même spécialiste des sciences religieuses. Je reviens à notre sujet, la sélection naturelle. À l'époque de Darwin, c'est un concept qui va très vite s'imposer aux gens comme quelque chose d'évident. Et je dirais qu'à l'époque de Darwin, la notion de sélection, qui vient d'une pratique humaine, a une évidence très très forte, non seulement parce qu'il existe des variétés domestiques qui ont été sélectionnées depuis des milliers d'années, mais aussi parce que le XIXe siècle est l'une des grandes périodes d'activité pour la sélection de variétés dans le domaine agricole, mais aussi dans le domaine des animaux de loisirs, comme les chiens, les pigeons, les coqs décoratifs, etc. Darwin pourra trouver facilement une compréhension lorsqu'il rajoutera le mot de naturel à l'expression de sélection. Il est évident que ces variétés stables qui ont été créées par des moyens humains en choisissant des descendances ont la force d'une sorte de preuve expérimentale. C'est possible, on peut le faire, la preuve, ce sont des hommes qui l'ont fait. Darwin écrira d'ailleurs un livre sur la variation. Il s'intéressera beaucoup aux méthodes des sélectionneurs et lui-même fréquentera les clubs de personnes qui collectionnent les pigeons, qui développent une nouvelle variété de pigeons domestiques et d'agréments. Ici, vous avez trois types de coqs correspondant à ce qu'on appelait donc des races, qui sont des variétés domestiques, et 2 types de pigeons. Toutes ces illustrations sont tirées d'un ouvrage de Darwin et sont abondamment commentées dans le langage scientifique de cette époque. Un livre paru en 1868 sur la variation chez les plantes et les animaux. Et puis quelque chose aussi qui nous replace dans les préoccupations de l'époque, il ne faut pas oublier que la théorie de la sélection naturelle a été émise la première fois en 1858 par 2 chercheurs britanniques qui avaient travaillé indépendamment l'un de l'autre, Alfred Russel Wallace et Charles Robert Darwin. Ils ont communiqué leur théorie sur la sélection naturelle le même jour, puisque en fait Wallace, qui était à cette époque en Indonésie, avait envoyé son manuscrit à Darwin, lui demandant de bien vouloir le publier en Angleterre, et les 2 textes qui étaient très très proches l'un de l'autre ont été lus le même jour devant la Royal Society, c'est-à-dire devant l'Académie des sciences britannique. Non, pas dans la Royal Society, excusez-moi, devant la Société linnéenne.
Autre chose qui pouvait tout à fait illustrer l'action de la sélection naturelle dans la nature pour les naturalistes du temps de Darwin, ce sont les formes évidentes de protection qu'un certain nombre d'animaux retirent du cryptisme, comme on dit, c'est-à-dire leur art de se cacher dans la nature. À gauche, vous avez un calima, c'est un papillon qui par ailleurs est très beau, mais vous ne voyez pas qu'il est très beau parce qu'il a replié ses ailes, et lorsqu'il a replié ses ailes, il ressemble à une feuille morte. Et à droite, vous avez une forme de sauterelle, je dirais, qui ressemble à une feuille, mais cette fois une feuille tout à fait verte, qui la cache dans le milieu où elle se trouve. Vous avez ici en haut, là, ici, vous avez en haut à gauche, vous avez une chenille qui a adopté tout à fait la couleur des feuilles dont auquel elle est adaptée à se nourrir. Et puis à droite, vous avez des graminées. Et puis là, vous avez ce qui semble être une graine de graminée. Mais si vous regardez bien, vous verrez que c'est un criquet, en fait. C'est un criquet avec ici des antennes, avec ici la tête, avec des petites pattes ici, ici l'abdomen et ici les ailes. Et en fait, on dirait une graine de graminée. Ce sont des exemples de cryptisme. Vous avez d'autres formes de mimétisme qui ont été connues du temps de Darwin, et notamment la forme de mimétisme qui a été décrite par Bates, qui était un grand supporter de Darwin. Ici, vous avez 3 papillons. Ceux qui se ressemblent le plus pour un morphologiste, ce sont les 2 de droite, parce que ce sont des 2 espèces du même genre. Elles sont extrêmement proches, et si vous regardez les nervations sur les ailes, vous vous rendrez compte qu'ils sont très très proches l'un de l'autre. Alors que celui-ci, par exemple, au niveau de la morphologie, n'a rien à voir avec celui-ci. Regardez par exemple les cellules, c'est-à-dire ces espaces qui sont entre les nervures des ailes, vous verrez très bien qu'elles n'ont pas la même forme. Par contre, la couleur est la même. Et Bates avait très bien compris que ces papillons étaient protégés, plutôt celui du milieu était protégé des oiseaux, parce que les oiseaux, qui ne sont pas de très bons zoologistes, voyaient essentiellement la couleur. À gauche, nous avons une espèce qui est incomestible pour les oiseaux. Les oiseaux qui en mangent une fois hésitent à en manger une deuxième fois. À droite, vous avez des espèces qui, elles, sont comestibles. Ce liminitis qui est là ne vit pas dans le même endroit et n'est pas protégé par une couleur protectrice. Ici, nous avons une espèce protégée. Ici, nous avons un mime. C'est une adaptation. Alors, comment sont apparues ces adaptations ? D'abord, je voudrais vous dire qu'il y a souvent méprise sur en quoi consiste la théorie de Darwin. Sa théorie, c'est la théorie de la sélection naturelle. Sa théorie ne porte pas sur la lutte pour l'existence, qui est un concept différent. Et je voudrais vous expliquer en quoi, parce que c'est un point de détail extrêmement important dans la science. Le titre du livre de Darwin en anglais s'appelle « On the Origin of Species by Means of Natural Selection » or the preservation of favored races in the struggle for life. Ce qui en français se dit l'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou la préservation des races favorisées dans la lutte pour l'existence. Il y a une traduction trompeuse qui est celle du livre de Darwin par Barbier au XIXe siècle et qui d'ailleurs, je pense, a induit beaucoup de gens en erreur dans notre pays. Il avait intitulé ce livre « L'origine des espèces au moyen de la sélection naturelle ou la lutte pour l'existence ». La comparaison des 2 titres montre très bien que le titre de Darwin est plus complexe. En quoi est-il complexe ? Il faut bien lire cette phrase qui est courte, mais qui dit tout sur la théorie de Darwin. La sélection naturelle, c'est un processus résultant de la préservation des races favorisées dans la lutte pour l'existence. Il y a une lutte pour l'existence. Dans cette lutte pour l'existence, il y a différentes variétés. Race, c'est le mot du titre, mais Darwin utilise variété dans le texte. Il y a des variétés. Certaines sont favorisées, donc mieux adaptées. Et celles qui sont favorisées sont préservées, c'est-à-dire qu'elles survivent. La sélection naturelle implique plusieurs choses. Elle implique qu'il y ait hérédité, je le dis avec des mots que n'avait pas Darwin, le mot hérédité n'a pas le même sens à l'époque. Dans les races, il y a hérédité. Donc il y a des variations qui sont transmissibles. Elles ne sont pas équivalentes du point de vue de l'adaptation. Et comme nous sommes dans un
contexte de compétition, certaines de ces variétés subsistent. La lutte pour la vie, c'est le contexte écologique, dirions-nous aujourd'hui. Le mot n'existait pas à l'époque, mais l'évolution résulte de la sélection, qui est la survie de certaines variétés. Je vais essayer d'expliquer un petit peu pourquoi la lutte pour la vie, en fait, ce n'était pas un concept nouveau à l'époque. Donc, d'abord, pour résumer, donc, il y a un facteur démographique. La lutte pour la vie, en fait, ça veut dire qu'il y a plus d'individus qui naissent dans une espèce qu'il n'est nécessaire pour reproduire l'espèce. Il y a un facteur adaptatif, certaines formes sont plus adaptées que d'autres, et il y a un facteur héréditaire. Les espèces varient et certaines variétés sont préservées. La lutte pour l'existence, on peut en trouver une trace dans le texte d'un chercheur bien connu, le prince, si je puis dire, le prince des naturalistes au XVIIIe siècle, en 1749, c'est quand même 110 ans avant l'apparition de l'origine des espèces. Nous sommes dans un monde différent. Nous sommes dans le monde où Newton où la théorie de Newton est la référence en science. Un jour, Dieu a lancé la grande machine de l'univers. Donc, dans l'univers, il y a équilibre et il y a mouvement. Et Linné, qui est un homme très pieux, se demande comment cette machine qu'a lancée l'artiste infini, comme il l'appelle, comment elle peut tolérer qu'il y ait dans la nature une lutte des espèces les unes contre les autres. Et il explique. Si nous remontons aux intentions pour lesquelles il a plu au souverain créateur d'ordonner la nature de telle sorte que certains animaux ne soient créés que pour massacrer horriblement les autres, nous croyons comprendre que son soin providentiel vise à ce qu'ils trouvent non seulement leur subsistance, mais qu'ils contribuent de plus à conserver une juste proportion entre toutes les espèces et empêchent ainsi qu'ils ne se multiplient plus qu'il ne faut au détriment des hommes et des animaux. Je ne suis pas ici pour prêcher pour les idées des uns et des autres sur la relation entre la foi et la science, pas du tout. Ce que je veux dire, c'est que cette idée de lutte pour l'existence était parfaitement comprise comme quelque chose de providentiel, de bienvenu, et qui participait du grand équilibre de la nature. De même, dira Linné que les insectes butinent les fleurs pour les féconder, pour les polliniser, de même que les oiseaux mangent les graines pour disséminer les graines au loin. De même, il a plu à l'auteur de toutes choses de faire en sorte que la prolifération des espèces soit maintenue par l'équilibre écologique avec nos mots de l'époque, entre les herbivores, les plantes, les herbivores, les carnivores, les parasites, etc. Darwin apportera autre chose, bien sûr. Il apportera la variation, il apportera l'idée qu'à l'intérieur d'une espèce, certains survivent avec plus d'aptitude que d'autres. Mais la lutte pour l'existence, l'excès reproductif, ce n'est pas ça qui fait l'évolution. Comparez par exemple les saumons et les albatros. Un saumon pond des milliers d'œufs en une seule fois lorsqu'il se reproduit. Les albatros, un couple d'albatros pond un seul œuf à la fois, tous les 2 ou 3 ans, selon l'espèce, selon le lieu. Et c'est très long d'élever un petit chez les albatros. Il faut faire des centaines de kilomètres pour aller chercher du poisson et pour nourrir ses petits. Eh bien, malgré le fait que l'excès reproductif des saumons, donc la lutte pour l'existence entre les jeunes, soit beaucoup plus intense que chez les albatros, l'évolution n'est pas plus rapide. Il n'y a pas de raison de penser que l'une de ces espèces est mieux adaptée qu'une autre. Il faut qu'il y ait un excès reproductif, donc il faut qu'il y ait de fait lutte pour l'existence, mais ce n'est pas ça qui fait la sélection naturelle. Alors, je vous l'avais dit, lorsqu'il a voulu figurer la sélection naturelle, Darwin a fait une figure qui est apparemment simple, mais qui reflète tout à fait les ignorances de son temps sur l'hérédité. Ici, vous avez la seule figure qui apparaît dans l'origine des espèces. C'est une figure particulièrement abstraite. On y voit une forme qui, par des échelles de temps de 1000 ou de 10 000 ans, donne des variétés. Et ces variétés, certaines subsistent, d'autres disparaissent. Celles qui subsistent à leur tour varient, et comme ça,
elles remontent de loin en loin et elles s'éloignent progressivement les unes des autres. Les variétés s'éloignent, elles créent la biodiversité en s'éloignant les unes des autres. Et au bout du compte, on arrive à des variétés qui sont très différentes, celles qui sont figurées au dernier étage, et Darwin nous dira qu'elles donneront naissance à des espèces différentes. Darwin est gradualiste. Il pense que les causes qui créent les espèces, ce sont celles qu'on voit sous nos yeux aujourd'hui. Donc il pense que la lente sélection des variétés, semblable au travail que fait l'agriculteur depuis la nuit des temps pour sélectionner ses semences, que ce long et patient travail, qui se fait de manière spontanée dans la nature, c'est lui qui entraîne le fait qu'il y ait des espèces différentes. Alors là, le souci gradualiste de Darwin va trop loin pour son époque. Nous savons que la variabilité à l'intérieur des espèces, ce n'est pas la même chose que la variabilité à l'extérieur des espèces. Deux individus d'espèces différentes ne peuvent pas se croiser entre eux. Ils ne peuvent pas créer de variété entre eux, alors que deux individus de la même espèce créent de la variété entre eux. Au sein des espèces, nous ne nous reproduisons pas. Aucun d'entre nous ne se reproduit. Nous produisons des descendants qui sont différents de nous. Nous recombinons sans cesse notre patrimoine génétique. Mais en fait, Darwin le savait. Darwin le savait. Mais à l'époque, comme je l'ai dit la dernière fois, mais je n'ai pas trop insisté, on pensait qu'un descendant était intermédiaire entre ses parents. Or, les descendants ne sont pas intermédiaires entre leurs parents. Regardez autour de vous. Mais quand on n'a pas la clé scientifique de tout ça, c'est difficile à concevoir. À l'époque de Darwin, on croyait à l'hérédité mélangée. Donc, le patrimoine héréditaire des parents et celui des descendants et des deux parents se mettaient ensemble et créaient le descendant. C'est ce qu'on appelle l'hérédité de mélange. Donc, l'hérédité de mélange, donc ça c'était ce que je l'ai dit, l'hérédité de mélange, elle n'est pas possible. Elle n'est pas possible parce que nous avons chacun des parents. Et en fait, les gènes qui viennent de l'un et de l'autre sont à chaque fois la réduction par moitié de ceux qui viennent de leurs propres parents. Alors c'est vrai que l'arbre de Darwin, sans reproduction, sans mélange, il est possible pour certains de nos gènes, mais certains gènes très rares. Par exemple, ceux qui sont sur le chromosome Y ne se recombinent jamais, parce qu'à chaque fois qu'un chromosome Y est transmis, un homme donne naissance à un fils, par exemple, etc. Un père donne naissance à un fils. Il n'y a pas mélange. C'est la même chose pour un chromosome qui est transmis exclusivement par les femelles, donc aussi par les femmes, qui est l'ADN mitochondrial, qui n'est transmis que dans les cellules, dans les cellules normales, si je puis dire, donc pas par les spermatozoïdes. Et l'ADN mitochondrial décrit toujours une lignée matrilinéaire, comme on dit. Donc là, si je regarde mon individu, là, il y a une lignée, toujours en lignée mâle, qui transmet le chromosome Y, et une lignée, toujours en lignée femelle, qui transmet la mitochondrie. Oh, les biologistes de notre époque savent très bien utiliser cette propriété du patrimoine génétique, parce que pouvoir construire des arbres phylogéniques où il n'y a pas de recombinaison dans une espèce, c'est très utile. Et par exemple, je vais vous donner un exemple. Ici, vous avez la phylogénie des primates reconstruite d'après l'ADN mitochondrial. C'est une phylogénie qui est faite en utilisant les mutations qui servent de marqueurs des distances génétiques entre les différentes espèces de grands singes, et qui comprend non seulement les différentes espèces, il n'y a pas beaucoup d'espèces, vous voyez qu'il y a beaucoup de branches dans cet arbre. La racine, c'est la petite flèche qu'il y a là, hein, la racine. Donc ça, c'est ce qui relie les primates au reste du monde vivant. Et il n'y a pas autant de grands singes que ça. C'est aussi la variabilité intraspécifique. C'est-à-dire que ici, là, il y a l'orang-outan. Là, il y a le gorille. Là, il y a le chimpanzé, ou plutôt les différentes variétés de chimpanzés. Là, il y a le bonobo, qui est ce qu'on appelle le chimpanzé pygmée, des animaux très sympathiques qui déjeunent dans l'herbe. Et là, il y a l'humain.
Donc, c'est le déjeuner sur l'herbe, oui, excusez-moi. Comme vous voyez, c'est intéressant, l'ADN mitochondrial illustre quelque chose qui est l'affiliation des lignées matrilinéaires parmi les grands singes, si vous me permettez l'expression. D'ailleurs, il y en a même une ici, il y a une séquence qui correspond à l'homme de Néandertal, une séquence d'ADN mitochondrial d'homme Néandertal. Vous voyez que l'homme de Néandertal, ou la femme de Néandertal peut-être en l'occurrence, est assez proche de la variabilité humaine actuelle. Alors ici, vous voyez que la variabilité humaine, elle est très très faible, comparée par exemple à la variabilité du bonobo, ou du chimpanzé, ou du gorille, qui est considérable, ou de l'orang-outan. Nous sommes, parmi tous ces animaux, nous sommes l'espèce la moins variable. D'ailleurs, quand on est l'espèce la moins variable, ça peut vouloir dire quelquefois qu'on a une espèce qui a failli s'éteindre il y a quelques milliers d'années. Je n'irai pas jusque-là, parce que ce serait donner des frayeurs inutiles. Donc, pour l'ADN mitochondrial, on peut reconstruire cet arbre qui met sur la même figure la filiation des espèces et la filiation des individus. Voilà. Mais ça c'est vrai, mais je dirais que ce n'est pas un outil de travail suffisant pour les biologistes parce que la sélection naturelle porte aussi sur les autres gènes. Donc, à cette époque, on pensait qu'un descendant était intermédiaire entre ses parents, ce qui veut dire que si deux parents, mâles et femelles, mélangeaient leur patrimoine génétique, eh ben, ça faisait un sacré mélange. Et en fait, vous voyez, toutes les variations s'annihilent. Quand on mélange toutes les couleurs ensemble, ça fait du gris. Et donc, le problème de Darwin, c'est que l'hérédité de mélange à laquelle il croyait était contraire avec sa théorie de la sélection naturelle. Le mélange faisait disparaître les variations. D'ailleurs, Darwin est le vrai théoricien de l'hérédité des caractères acquis. Contrairement à ce qu'on pense, alors je parle ici dans l'amphithéâtre où Lamarck a autrefois enseigné la philosophie zoologique. J'en suis conscient, j'ai un grand respect et j'ai une grande admiration pour ce monsieur, mais ce qu'on appelle hérédité dite lamarckienne, c'est une construction de la fin du XIXe siècle, à l'époque des grands débats sur la théorie de l'évolution. Le vrai facteur de l'évolution pour Lamarck, c'est le sentiment intérieur. Le sentiment intérieur, il est l'objet le plus important à considérer dans l'étude des produits de l'organisation de l'homme, ainsi que de celle des animaux, qui sont doués de la faculté de sentir. Il est le mobile de toutes les actions de l'individu, dirige tous les mouvements qui sont à sa disposition, et si cet individu possède l'organe de l'intelligence, c'est encore lui seul qui en dirige tous les actes. Ce sentiment est donc le propre de tout être qui est la faculté de sentir. Lamarck expliquera que si le cou de la girafe s'allonge lorsqu'elle essaie d'atteindre les feuilles, c'est parce que le sentiment intérieur l'amène à allonger son cou et que cette propriété se transmet dans la vie de l'espèce. Alors que Darwin admettra explicitement la règle de l'usage et du non-usage et proposera même un mécanisme pour l'expliquer, un mécanisme biologique. La théorie de la pangénèse, qu'il publie justement en 1968 dans son livre sur la variation, et qu'il présente ainsi dans son livre sur l'homme. Selon cette hypothèse, chaque unité ou cellule du corps envoie des gémules ou atomes non développés qui sont transmis à la descendance des deux sexes et qui sont multipliés par autodivision. C'est l'hérédité des caractères acquis. Nous savons tous, en fait, qu'il existe une lignée germinale et que jamais notre corps n'instruit le matériel génétique qui est dans nos cellules reproductives. La vision qu'avait Darwin de l'hérédité, c'est celle-ci, c'est un parent, l'activité de son corps par l'usage et le non-usage développe certains organes. Ces organes envoient des petits messages aux cellules reproductives qui sont transmises à la descendance et qui contrôlent son développement. Alors que nous savons que la théorie de l'hérédité qui s'imposera en 1900, celle de Mendel, la génétique, telle qu'elle sera appelée en 1905, elle montre au contraire que l'hérédité biologique elle est faite de caractères indivisibles, qu'on appelle les gènes, qui s'égrègent, qui sont sous forme d'allèles, c'est-à-dire de formes alternatives, qui s'égrègent, qui se séparent, qui se retrouvent, qui se séparent à nouveau, comme dans le film
jouer le gym, hein, un peu, on se perd de vue, etc. Et en fait, elles ne se mélangent jamais. Alors, il est évident qu'à partir de 1900 et jusqu'en 1930, les gens vont énormément travailler là-dessus et vont redécouvrir la théorie de la sélection naturelle. Parce qu'en fait, le fait que Darwin avait une théorie de l'hérédité des caractères acquis, ça avait beaucoup nui à la popularité de sa théorie. Les gens disaient, bon, puisqu'on a l'hérédité des caractères acquis, on n'a plus besoin de la sélection naturelle. Lorsque la génétique va montrer que la théorie de l'hérédité des caractères acquis est une théorie fausse, ils vont redécouvrir la sélection naturelle. Donc ça, c'est en 1930. Vous voyez qu'entre 1859, année de parution de l'origine des espèces, et 1930, redécouverte de la sélection naturelle par les généticiens, il s'écoule 70 ans. Pendant 70 ans, on peut véritablement parler de théorie de l'évolution dans le sens d'une hypothèse qui n'a pas encore de support scientifique expérimental suffisant. On ne sait pas, sauf sélectionner dans l'agronomie, on ne sait pas travailler avec l'hérédité pour étudier la sélection. Or, 1930, je m'excuse, mais c'est 80 ans. La moitié de l'histoire des sciences, en ce qui concerne la théorie de Darwin, s'est faite sans support expérimental réel. Vous avez tous entendu parler de grands débats sur la théorie darwinienne qui la remettait en cause. C'est la mémoire de ces moments-là. Aujourd'hui, on ne parle plus tellement de théorie de l'évolution, mais de biologie évolutive. Alors, à partir de ce moment-là, on peut faire des expériences, y compris dans la nature, lorsque l'on dispose de caractères génétiques qui peuvent être étudiés. Ici, vous avez une grive et deux escargots qui sont de couleurs différentes. Et là aussi, il y a une sorte de tromperie sur les couleurs qui est le jeu de la sélection naturelle. Cette variété des colorations d'escargots, certains pensent qu'elle est due à la sélection naturelle. Ils ont de bons arguments pour le dire. Vous avez ici, vous avez déjà ici les deux formes d'escargots sur des supports différents et vous voyez tout de suite que nous, on les perçoit plus ou moins facilement. Imaginez maintenant que vous soyez un oiseau cherchant sa pitance dans les buissons et cherchant des escargots, il est évident que vous verrez plus facilement ceux qui sont en opposition par rapport au fond. Et pour l'étudier, c'est simple, on utilise les enclumes à grives. Les enclumes à grives, vous en verrez forcément si vous promenez dans la campagne, ce sont ces pierres auprès desquelles il y a des coquilles d'escargots cassées. C'est là que les grives, lorsqu'elles trouvent un escargot, viennent casser la coquille en tapant la coquille sur la pierre pour l'ouvrir comme une boîte de conserve et pour manger le contenu. Alors, ce qu'ont fait les scientifiques dans les années 60, ils ont collectionné les couleurs des escargots dans l'environnement et après ils les ont comparées aux couleurs des escargots qu'ils trouvaient près des enclumes à grives. Et ils ont cherché à savoir si les proportions étaient différentes. Là, vous avez un résultat, ou justement un résultat expérimental, où les proportions sont différentes. Vous voyez, parmi les escargots qu'on trouve dans l'environnement, il y a presque des proportions équivalentes d'escargots à coquilles jaunes et à coquilles roses. Parmi ceux qui ont été pris par les grives, ici, il y en a peu qui sont jaunes et beaucoup qui sont autres. Alors ça, ici, pas là où j'ai pris la photo, parce que ça, c'est une photo d'enclume à grives que j'ai prise dans la campagne, mais dans le travail qui avait été fait par les chercheurs qui ont travaillé sur cet exemple. Donc, vous voyez, avec la génétique, à partir du moment où on a une compréhension, où on sait qu'un certain caractère est dû à des allèles mendéliens, on peut travailler dans la nature. Alors ça, nous nous rapprochons de l'époque contemporaine et de l'époque de la biologie moléculaire. Dans les années 70, dans les années 1970, là, oui, il apparaît une polémique sur le rôle respectif du hasard et de la sélection dans l'évolution de la variation moléculaire. Ce que j'appelle le polymorphisme moléculaire, excusez-moi, ce mot un peu de charabia scientifique m'a échappé. J'aurais voulu mettre variation tout le temps. Alors, cette polémique, c'est quoi? Alors là, on va rentrer un petit peu dans le vif du sujet de la manière dont les gens travaillent aujourd'hui. Lorsque les gens séquencent de l'ADN, ils trouvent les mêmes gènes dans différents individus de la même espèce. Donc, ils séquencent
ces ADN qui sont constitués de 4 bases, je vous rappelle, A, G, T et C, mais dans un ordre de lecture qui varie évidemment selon l'allèle, selon les individus. Et ensuite, il les aligne. Il les aligne sur un ordinateur, exactement comme sur cet écran, et ils font apparaître les différences. Ici, on a fait apparaître les différences avec la ligne du haut. On n'a pas répété la ligne du haut, on a juste mis les changements correspondant à ce qu'on appelle une substitution nucléotidique. Au-delà de l'aspect un peu technique du terme, on a ici un exemple de la variabilité moléculaire dans une espèce. Elle est un petit peu ici concentrée. La variabilité est beaucoup moins importante que ça. Chez l'homme, il y a une différence que tous les 1000 nucléotides à peu près. Donc vous voyez, et chez la drosophile, tous les 100 nucléotides, et une espèce très très variable. Donc vous voyez, là c'est un peu ramassé, c'est juste un exemple pour vous montrer. Donc quand on aligne l'ADN d'une espèce, on trouve beaucoup de variations. Et dans les années 70, un chercheur qui s'appelle Kimura émet l'hypothèse que la majorité de ces variations est due à une évolution neutre. Donc c'est ce que j'avais montré pour ceux qui étaient là la semaine dernière. Ici vous avez Kimura, ici il figure le temps, ici il figure des mutations qui apparaissent mais qui n'arrivent jamais à la fréquence 1, et il peut calculer l'espérance du temps pour que cette mutation se fixe par le hasard, par dérive génétique, par la plus grande des chances. Il peut le calculer, et non seulement il le calcule, mais on se trouve effectivement confronté à, lorsqu'on séquence de l'ADN à partir des années 70, à de grands cas où il y a tellement de variations qu'on ne peut pas l'expliquer par la sélection naturelle. Donc, d'où une polémique entre les gens qui tiennent à la thèse de la sélection et ceux qui tiennent à la thèse de la neutralité. Alors, ce qui va être intéressant, ça arrive parfois en science, ces gens se sont disputés pendant à peu près 15 ou 20 ans. Et puis, au bout de 15 ou 20 ans, ils se sont rendus compte que les uns et les autres détenaient une clé du même problème. Un problème avec 2 clés, en quelque sorte. Alors, quel est-il? En fait, on peut très bien associer les gens qui tenaient la thèse de la sélection et ceux qui tenaient la thèse de la neutralité en disant la chose suivante, qui est due à un auteur qui s'appelle Maynard Smith dans les années 70. C'est la théorie de l'autostop génétique. Alors là, je vais aller doucement parce qu'il faut un peu entrer dans les détails, mais je ne voudrais pas trop entrer dans les détails. Ici, vous avez une figure qui représente des distances le long d'un chromosome. Ici, vous avez un axe qui montre la variation, la quantité de variation. Vous voyez qu'ici, il y a beaucoup de variations, ici, il y en a très peu. Maynard Smith va démontrer mathématiquement, à l'époque, il n'y a pas d'argument expérimental, que lorsque la sélection apparaît, elle fait baisser la variation à un point du chromosome où elle s'applique, là où il y a une mutation qui se veut être avantageuse. Et que si on fait l'hypothèse que la variation qui est autour est une variation neutre, cette variation va présenter sur le chromosome une espèce de trou, et ce trou va nous permettre de dire, là, il y a un gène qui a été sélectionné. Il y a une autre manière de vous le représenter. Alors ce phénomène s'appelle aussi le balayage sélectif. Donc je reprends mes séquences alignées de tout à l'heure. Donc elles sont là. Donc ça c'est avant la sélection. Avant la sélection, il y a ce polymorphisme qu'on peut dire neutre, qui change par dérive génétique dans l'espèce. Et puis après sélection, tous ces chromosomes, ou presque, sont pareils. Pourquoi sont-ils pareils? Eh bien, ils sont pareils parce qu'il y a eu une mutation qui a été avantageuse. Elle est ici, tenez, voilà. J'avais décidé dans ma figure que cette mutation était avantageuse. Là, on est sur un processus en train de se faire. Elle est avantageuse, et quand elle est apparue dans un chromosome où il y avait aussi cette variation neutre, cette variation neutre, cette variation neutre, cette variation neutre. Comme elles étaient sur le même chromosome, elle les a emmenées en autostop. Et en fait, toutes ces mutations se retrouvent ici.
Mais il n'y en a qu'une seule qui a été sélectionnée. Alors vous me direz, pourquoi est-ce que parfois on a encore un peu de variabilité, de variation? Eh bien, ça, c'est dû au fait que nous sommes dans un système où les chromosomes maternels et paternels existent, et donc il y a recombinaison. Et comme il y a recombinaison, en fait, on ne garde jamais l'intégrité d'un chromosome tout le long. Il est varié, il est panaché, en quelque sorte. Alors, bon, ça, c'est un exemple théorique. Est-ce que ça existe dans la nature? Non seulement ça existe dans la nature, mais ça existe dans notre environnement direct. Nous appliquons sans cesse des formes de sélection qui sont très fortes. Par exemple, les antibiotiques contre les bactéries. Pour nous, c'est la sélection artificielle, mais pour les bactéries, c'est la sélection naturelle très très forte. Comment réagissent les bactéries? Eh bien, lorsque les bactéries sont attaquées, en quelque sorte, par un antibiotique, les bactéries mutantes qui possèdent un nouvel allèle qui leur permet de lutter contre l'antibiotique sont sélectionnées. Beaucoup d'ennuis que nous avons avec les maladies nosocomiales, par exemple, viennent du fait que nous sélectionnons tout le temps, en utilisant des antibiotiques, des bactéries résistantes aux antibiotiques. Alors, j'ai un exemple à peu près proche, qui est celui-ci. C'est le cas du génome de Plasmodium falciparum, qui est un parasite que nous n'aimons pas parce qu'il transmet la malaria. C'est une maladie particulièrement grave, parasitaire, ce n'est pas une bactérie, c'est un être supérieur, même s'il est unicellulaire. Ici, nous avons le gène DHFR, qui est un gène dont un allèle, c'est-à-dire une variété particulière, transmet à ce parasite la résistance au Fansidar, appelé aussi Paludar, qui est un médicament antipaludéen. Alors qu'est-ce que nous voyons? Eh bien, nous voyons qu'au point où est apparue la mutation, qui confère la résistance à notre médicament, eh bien, toute variabilité a disparu. Pourquoi? Parce que les plasmodiums qui ne savaient pas résister à notre médicament sont morts. C'était le but du médicament. Mais les autres ont survécu, se sont multipliés et les ont remplacés dans l'espèce. Alors, vous avez cette sorte de vallée ici comme ça, parce qu'en fait, comme c'est un organisme supérieur, avec recombinaison, loin du gène DHFR, il a retrouvé sa variabilité neutre, et près du gène DHFR, il l'a perdu. Donc là, nous avons un balayage sélectif. Lorsque le généticien voit ça, il se dit « Ah, là, il s'est passé quelque chose. Il y a eu sélection. » Voilà, c'est pour ça que, alors là vous avez un moustique, c'est celui qui transmet le plasmodium, c'est pour ça que nous passons notre temps à chercher de nouveaux médicaments contre le paludisme. Rien que chez Plasmodium falciparum, on connaît 4 gènes différents, qui ont des noms un peu barbares, mais enfin je vous mets la liste, qui permettent à cette drôle d'animal d'être résistant à toutes les méchancetés que nous essayons de lui faire. Alors ça, c'est une image de publication scientifique. Vous avez ici de la variabilité le long d'un chromosome. Ici, vous avez un gène. Et ici, vous avez l'endroit où est apparue une mutation. Ça, c'est pour vous montrer un peu une image qui paraît dans les publications scientifiques. Alors, dans les années 1990, donc là, c'est récent, de nombreux cas de balayage sélectif ont été démontrés dans le passé récent des espèces. Alors chez la drosophile, bon ça c'est un peu ma recherche à moi, j'ai contribué à montrer les premiers cas de balayage sélectif répertoriés dans la littérature scientifique, et puis dans les espèces domestiques, variétés cultivées, le maïs, ça permet de trouver quels ont été les gènes sur lesquels a porté la sélection par les agriculteurs du néolithique lorsqu'ils ont sélectionné des plantes domestiques. Alors, ça nous intéresse, ça nous rapproche de la période contemporaine, et puis ça se rapproche de nous. Une question qu'on peut se poser, c'est, bon, d'abord, qu'est-ce que ça veut dire pour la théorie de Darwin? Alors, ça change beaucoup de choses par rapport à la théorie de Darwin. Il y a d'une part, aujourd'hui, la variation moléculaire neutre qui fluctue au hasard, et d'autre part, la variation qui est soumise à la sélection.
qu'elle soit naturelle ou artificielle, et qui efface localement et temporairement la variation neutre dans le génome. Donc, pour les chercheurs, ces deux formes de variation ne s'opposent pas. Elles coexistent et l'une permet de voir l'autre. Alors, c'est une première chose. Il y a un autre aspect. À l'époque de Darwin, on lui reprochait d'avoir adopté la formule de Herbert Spencer qui disait « La sélection naturelle, c'est la survie du plus apte ». Les gens disaient « Oui, mais celui qui survit, on veut dire par tautologie qu'il sera toujours le plus apte. Ça n'est pas une preuve qu'il y en avait un qui était plus apte que les autres. » Alors, quand on travaille sur l'individu, oui, mais lorsqu'on étudie les preuves moléculaires de la sélection, on voit qu'il y a deux types de matériel génétique qui ont des devenirs très importants. La variation neutre, d'une part, que nous savons repérer, et la variation non neutre, sélectionnée, qui a une histoire complètement différente. Non seulement elles ont des histoires différentes, mais elles ont des conséquences différentes pour les espèces. Parce que la variation neutre, elle fluctue au hasard. Elle est soumise à ce qu'on appelle la dérive génétique. L'hypothèse neutre de l'évolution, ce n'est pas le fixisme, c'est un changement continu créé par le hasard, un changement génétique continu. La variation sélectionnée, elle est plus rare. Mais elle modifie l'adaptation de l'espèce et en plus, elle épuise un petit peu du potentiel reproductif. Comme dans le cas de Plasmodium falciparum que je citais tout à l'heure, si le gène DHFR a été sélectionné sous forme de son nouvel allèle, c'est parce que certains plasmodiums n'ont pas survécu. Alors, une autre question des questions. La sélection naturelle est-elle active chez l'homme? Et je vais finir là-dessus. Avec un exemple. Alors, s'il y a quelque chose de profondément, qui a profondément divisé les gens, c'est bien cette question-là. Les deux pères de la théorie de la sélection naturelle, sur leur vieux jour, Darwin et Alfred Russel Wallace, n'étaient pas du tout d'accord. Pour Darwin, eh bien, la théorie s'appliquait à l'homme, mais sous une forme un peu différente. Il pensait surtout à ce qu'on appelle la sélection sexuelle. Pour Wallace avait du mal à admettre que la théorie de la sélection naturelle puisse s'appliquer à l'homme. Alors, finalement, que peuvent dire aujourd'hui les biologistes de notre époque sur cette question-là? Alors, dans notre monde civilisé, est-ce que c'est possible que la sélection existe encore ou qu'elle ait complètement disparu? Alors, je vais prendre un exemple qui, j'espère, va vous attendrir. Nous sommes des mammifères. Nous avons parfois des plaisirs archaïques comme ça et bassement animaux, comme par exemple boire du lait. Quand nous sommes à l'état larvaire, si vous me permettez le mot, c'est un plaisir élémentaire que nous avons. Nous nourrissons de lait parce que c'est tout ce que nous pouvons trouver dans notre environnement. C'est une vieille histoire. C'est une histoire qui a 100 millions d'années, l'histoire de la lactation. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on nous appelle des mammifères. C'est quelque chose que nous partageons avec nos proches. Et puis, comme tous les mammifères, cette belle vie a une fin et arrive le sevrage, où nous sommes obligés de nous nourrir avec d'autres choses, des végétaux, des fruits, etc. Le problème, c'est qu'on ne digère pas ces différents aliments de la même manière. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait, même si nous avons le même matériel génétique, des changements dans l'expression des protéines qui nous permettent de digérer ces différentes formes d'aliments. Donc, je vais parler du problème de la consommation de lait à l'âge adulte, à une époque où, normalement, aucune espèce de mammifère, sauf la nôtre, ne boit du lait. Il n'y a pas très longtemps, parce qu'il y a seulement quelques milliers d'années, les hommes ont inventé des procédés pour se nourrir avec des choses nouvelles, de la farine, donc du pain, de la bière et du lait. Alors, le lait, c'est quoi? Le lait, il faut bien savoir qu'il diffère des produits qu'on trouve dans la nature, notamment en ce qui concerne le sucre.
Le sucre que nous trouvons dans les fruits, c'est du saccharose. Nous savons le décomposer en glucose et fructose lorsque nous le mangeons. Alors que le sucre qu'on trouve dans le lait, c'est du lactose, et il faut le décomposer en glucose et galactose. C'est une opération complètement différente, qui requiert un enzyme complètement différent, qui existe chez le nourrisson, mais qui n'existe pas chez l'adulte, chez les mammifères, parce que ce gène n'est pas exprimé. Ce gène code pour un enzyme qu'on appelle la lactase. Alors malgré tout, les gens se sont mis à consommer du lait. Les avantages du lait, c'est qu'une vache produit énormément de lait, et même après qu'elle ait nourri son veau, elle peut produire une quantité de lait considérable, et pense-t-on, au début de l'agriculture, elle était déjà capable de produire une quantité considérable de lait qui contrebalançait largement la perte qu'on avait à ne pas tuer la vache tout de suite. Le lait frais procure une boisson sans bactéries, au moins si on n'attend pas trop longtemps. Il apporte de la vitamine D et du calcium. La vitamine D, ça peut être intéressant quand on ne trouve pas dans l'environnement. Alors, il a des inconvénients. La non-digestion du lactose induit la fermentation bactérienne. Ça produit de l'hydrogène, des choses comme ça. En plus du fait que nous perdons un peu de l'aliment, il peut aussi y avoir perte d'eau par pression osmotique. Et il en résulte des dysfonctionnements intestinaux qui varient selon la flore bactérienne qu'ont les uns et les autres. Mais en général, les gens qui ne digèrent pas le lactose ont plus mal au ventre que ceux qui le digèrent. Donc il y a non seulement des désagréments, mais pense-t-on, il y a eu des désavantages sélectifs. Et la preuve qu'on en a, c'est qu'un certain nombre de populations qui consommaient du lait frais dans l'histoire récente, dans la préhistoire récente, ont acquis une capacité génétique à exprimer la lactase à l'âge adulte. Acquérir une telle capacité par sélection naturelle veut dire aussi un certain coût reproductif. Ça ne veut pas dire que les gens sont forcément morts. Ça veut dire qu'ils avaient de moindres aptitudes qui, additionnées aux autres, provoquent, au bout du compte, un léger désavantage qui veut dire que leur reproduction, même aussi faible soit-elle, avait un désavantage significatif. Alors, une première façon qu'on a de rendre le lait digeste, c'est de faire du fromage. Parce que les bactéries qui font du fromage, en fait, utilisent largement le lactose. Mais néanmoins, certaines cultures consomment du lait frais. Alors, quelles sont les cultures qui savent digérer le lait frais, donc par persistance de la lactase? Alors, voici la carte géographique. C'est une synthèse qui est parue il y a un an, ça. Une carte géographique en rouge, les populations qui savent digérer le lactose par persistance de la lactase. Il y en a en Europe, il y en a ici entre la Corne de l'Afrique et l'Inde, en passant par la péninsule arabique, et puis il y en a dans l'Ouest africain. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'élevage dans les autres pays. Ça ne veut pas dire non plus qu'on ne fait pas de fromage. Ça veut dire qu'actuellement, il y a moins de gens qui ont l'aptitude génétique à digérer du lait frais. Alors, en 2002, oui, c'est assez récent quand même, on a découvert une mutation. Alors ici, vous avez LCT, c'est le gène de la lactose. Là, vous avez une espèce de vision sur une partie des chromosomes humains. Là, c'est le chromosome 2, je crois. Alors ici, vous avez 10 kilobases, c'est-à-dire 10 000 nucléotides, comme on voyait tout à l'heure, ACGT. Ici, ça c'est l'échelle. Donc vous voyez, vous avez à peu près 200 nucléotides là. Ici, vous avez le gène de la lactase, qui a un très long gène. Et puis, en amont du gène de la lactase, ici, en position 13 910, vous avez une mutation qui change un C en un T et qui est systématiquement associée à la capacité de digérer le lactose. Alors, voici la répartition de cette mutation dans la population humaine actuelle. Elle est en Europe. C'est la première qu'on a trouvée, peut-être par une sorte de biais européocentriste. Donc, elle est parfaitement en Europe.
explique parfaitement les données récoltées en Europe. Alors vous m'allez me dire, mais oui, mais ok, mais il manque quelque chose, parce que nous, on avait vu ça. Il y avait aussi l'Afrique de l'Ouest, il y avait aussi la péninsule arabique, etc. Là, on n'a qu'une partie de l'histoire. Oui, donc les gens ont cherché encore. Ils ont cherché encore, et vous avez... Alors là, c'est encore tiré d'une publication qui n'a pas tout à fait la même manière de se représenter. Ici, vous avez le chromosome, ici, vous avez le gène de la lactase, LCT, et ici, vous avez cette région, dont ici, vous avez encore un petit encart. Ici, vous avez la substitution C pour T, dont je parlais tout à l'heure. Et puis là, vous avez 3 substitutions, G pour C, T pour G, C pour G, qui expliquent la capacité à digérer le lactose à l'âge adulte dans les populations d'Afrique de l'Est. La distribution des allèles persistants de ce gène, les voilà sur la carte du monde. Donc, nous avons une deuxième mutation. Ça veut dire que dans l'histoire humaine, depuis la découverte finalement de l'élevage, dans les endroits différents, 2 mutations apparues de manière indépendante ont été sélectionnées à cause de nos pratiques alimentaires et à chaque fois ont conféré une capacité à, en quelque sorte, être adaptées à des produits de la civilisation. Alors il manque encore quelque chose. Et ce quelque chose, c'est que ces deux gènes, enfin ces 2 mutations apparues indépendamment sur le même gène, expliquent les 2/3 de l'histoire. Il manque encore une histoire qu'on attend dans cette région-là. Et là, on n'a pas encore trouvé le facteur en question. Mais vous voyez, on a déjà trouvé 2 gènes au cours des années 2000, et je ne doute pas qu'on arrivera à percer ce 3e mystère. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle toujours de hasard et de nécessité. Là, le hasard existe, mais là, il y a aussi une nécessité. Le hasard, c'est le fait que des mutations se soient produites. Dans des parties du monde, ce sont des mutations différentes qui sont apparues, mais à chaque fois, des mutations ayant la même propriété ont été sélectionnées par le même changement d'environnement, qui est un changement dans notre univers alimentaire. Voilà, donc c'est ce qu'on voudrait avoir finalement au bout du compte. Alors, conclusion de tout ça. Alors, ainsi quand même, la sélection naturelle, donc, elle existe, y compris chez l'homme. Alors, quelle généralité doit-on donner à son action pour l'évolution des espèces? Alors, en 1924, Holden, qui était l'un des pères de la génétique des populations, a dit ceci. « Une théorie satisfaisante de la sélection naturelle doit être quantitative. Pour établir l'idée que la sélection naturelle est capable d'expliquer les faits connus d'évolution, nous devons non seulement montrer qu'elle peut conduire une espèce à changer, mais aussi qu'elle peut la conduire à changer à un taux qui explique les modifications présentes et passées. » En d'autres termes, nous sommes heureux, la génétique s'accorde très bien avec la théorie darwinienne de la sélection naturelle, y compris au passé à la moulinette de l'histoire récente de la biologie moléculaire. Mais est-ce qu'elle peut expliquer tout? Est-ce qu'actuellement nous sommes en mesure de dire qu'elle peut expliquer tout? Pouvons-nous quantifier le nombre de gènes qui ont changé au cours de l'évolution de l'humanité? Je ne vais pas prétendre que nous en sommes déjà là. Mais je pose la question parce que présenter la science, c'est présenter ce qu'on sait, c'est présenter ce qu'on aimerait bien savoir et ce sur quoi on travaille. Si on compare le génome d'un homme et d'un chimpanzé, il y a une différence à peu près tous les 100 paires de bases. Donc, ils sont figurés là. Donc, depuis 10 ans maintenant, on a des séquences de génomes entiers, d'hommes, de chimpanzés, de gorilles, bientôt, maintenant. Et en fait, on les utilise pour essayer de détecter la sélection naturelle de manière quantitative dans l'ensemble du génome. L'idée étant, nous aimerions bien savoir si dans la lignée qui mène à l'homme, on trouve un type de mutation qui qualitativement sont un peu différentes de celles qu'on trouve chez le chimpanzé. Enfin, pour notre ego personnel, ça apporterait peut-être quelque chose. Moi, je m'en fiche un petit peu, mais je pense qu'il y a des gens, ça les intéresserait beaucoup. Hein? Voilà. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit, en fait. Donc quels sont les gènes qui distinguent l'homme des autres singes? Excusez-moi pour l'expression, mais c'est une expression non scientifique. Alors, on procède de la manière suivante. On prend
un gène. Alors là, j'en montre une toute petite partie, mais on prend le génome. Hein, il y a quand même 3 milliards de signes. Chez 3 espèces, il en faut 3. Parce qu'il y en a une qui va servir à orienter les mutations. Nous savons que ces 2 nucléotides qui étaient présents chez le gorille ont muté chez le chimpanzé et chez l'homme. Ou plutôt, nous regardons plutôt l'état initial. Nous avons ici à gauche un chimpanzé, à droite un homme, nous avons leur génome. Nous savons qu'il y a des différences entre eux à ce niveau-là, en 2 points, mais nous voulons savoir laquelle est apparue chez l'homme et laquelle est apparue chez le chimpanzé éventuellement. Quel était l'état ancestral? Pour ça, il faut une 3e espèce. Et la 3e espèce oriente les changements. Nous pouvons savoir si cette différence-là est nouvelle chez l'homme, et donc si elle singularise l'homme, ou bien si c'était l'état ancestral qui a changé chez le chimpanzé. Donc voilà, on fait ça. Depuis 10 ans, j'ai beaucoup d'espèces d'études macroscopiques, statistiques, avec énormément d'ordinateurs, ont essayé de résoudre ça. Je dirais, en s'enthousiasmant un peu, en essayant un petit peu de faire plus vite que les concurrents, donc en faisant parfois de la recherche qui est un petit peu rapide. Et en fait, les gens qui ont fait ça l'ont fait sur des données qui sont trop insuffisantes pour pouvoir conclure. Après 10 ans de recherche, voici à peu près je dirais le consensus mou qu'il y a actuellement dans la communauté scientifique sur ce genre de recherche. On n'a pas encore trouvé de gène exceptionnel qui aurait déterminé quelque chose de vraiment particulier dans l'évolution humaine au cours des 250 derniers milliers d'années. Pourquoi 250 milliers? Parce qu'en fait, nous ne savons pas regarder plus loin. Il n'y a pas de balayage sélectif fort sur des gènes ayant une fonction particulièrement remarquable qui serait liée sauf quelques-uns, mais qui seraient liés à quelque chose qui nous paraîtrait particulièrement noble et qui nous distinguerait du reste de la création animale. En fait, on pense que la plupart des changements sont probablement des petits changements quantitatifs qui se sont accumulés sur plusieurs gènes et qui ont fait quelque chose de nouveau en additionnant leurs propriétés les uns avec les autres. Alors, voilà, ça c'est pas très spectaculaire, mais quand la science n'est pas spectaculaire, je pense qu'il faut aussi le dire. Donc, en conclusion de ce que je voulais vous dire aujourd'hui, la génétique mendélienne a fourni elle fournit le modèle de loi d'hérédité qui manquait à Darwin. Elle montre que la sélection naturelle est possible. La sélection naturelle ne s'est pas interrompue chez l'homme, y compris dans les dernières étapes du développement culturel. On ne parvient pas actuellement à caractériser dans la lignée humaine des changements sélectifs massifs singularisant l'humanité par rapport aux primates les plus proches. Il n'y a pas de balayage sélectif massif, en tout cas. Et on n'a pas d'évidence qu'il y aurait des gènes particulièrement remarquables qui auraient été sélectionnés. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Plus fort. Que signifie la fréquence 1? Vous dites que la variation n'atteint pas la fréquence 1. Que signifie fréquence 1? Oui, alors un allèle peut être à la fréquence 0, quand il n'a plus, et à la fréquence 1, lorsqu'il représente 100% des gènes. Donc, une fréquence, ça va évoluer entre 0 et 1. Et donc, ce que nous avons là, c'est une mutation qui apparaît, et puis elle fluctue au hasard. C'est ça qu'on appelle la dérive génétique. Elle fluctue au hasard, parfois elle peut descendre et puis redisparaître. Et là, on montre simplement une mutation qui est apparue et qui s'est fixée, comme on dit. C'est-à-dire qu'ensuite, elle est devenue l'état global de l'ensemble de l'espèce. Et donc, l'une des forces de la théorie de Kimura est d'être prédictive. Il peut prédire que, en termes d'espérance statistique, le temps au bout duquel une mutation neutre se sera fixée entre le moment où elle apparaît et le moment où elle se fixe, c'est 4 NE générations, où NE, c'est donc cette mesure de la variabilité qui est propre à l'espèce. Et il peut montrer que le temps moyen entre deux événements de fixation de mutations neutres différentes est de nu, qui est ici le taux de mutation neutre. Alors, cette théorie est très intéressante parce que
bien qu'elle soit statistique, donc elle correspond à une horloge stochastique, hein, c'est pas une horloge, c'est pas un tic-tac, elle fait des prédictions. Et les gens qui étudient la sélection naturelle utilisent ces prédictions neutres comme base pour montrer qu'il y a sélection. Lorsqu'il y a sélection, c'est lorsque cette théorie ne s'applique pas, lorsqu'elle ne correspond pas aux données. Donc pour nous, c'est un instrument de travail très très utile. Merci, j'arrive. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot de l'épigénétique et des caractères acquis pour lesquels on voit beaucoup d'articles sur ce thème? Alors, on voit beaucoup d'articles qui disent « Ah, l'épigénétique, c'est l'hérédité des caractères acquis ». Oui, ça, effectivement, on voit tous ça. C'est un peu... Oui, ah oui. On voit tous des articles qui nous disent « L'épigénétique, ça montre l'hérédité des caractères acquis ». En fait, pas du tout, en fait. Alors, l'épigénétique, c'est tout un domaine de recherche. Tous les gens qui travaillent sur la biologie développement travaillent sur ce qu'ils appellent l'épigénétique. Alors, si on voulait présenter l'épigénétique brièvement, ce serait quoi? Alors, lorsque les généticiens ont découvert les gènes dans les années 1930, ils se sont dit, la question des questions, c'est savoir comment, avec des milliards de cellules qui ont toutes exactement le même patrimoine génétique, on arrive à créer des organismes avec une telle composition, une telle complexité de structure, avec tous ces organes, avec cette différenciation extrême, qui correspond à chaque fois à des lignées de cellules qui se sont différenciées les unes des autres au cours du temps, et de génération cellulaire en génération cellulaire, après avoir acquis un état différencié, elles ont conservé cet état différencié, et cet état différencié s'est surajouté à des différenciations ultérieures. Donc, au cours de l'évolution, le génome les cellules ont également acquis la capacité à garder un état différencié au fil du temps, au fil des générations cellulaires. Et ça, c'est très important. Si elles n'avaient pas acquis ça dès le début, nous n'existerions pas en tant qu'êtres multicellulaires, ou alors nous serions simplement des amas de cellules, comme certaines algues primitives. Donc, alors, cet état différencié, il se maintient par 1000 manières que je ne vais pas détailler ici, qui font intervenir parfois des petits ARN, qui font parfois intervenir de la méthylation des chromosomes, etc. Je ne vais pas entrer dans les détails. Ces états qui se transmettent de génération cellulaire à génération cellulaire affectent aussi parfois la lignée germinale. Et c'est ça qui fait dire à des gens, il y a quelque chose qui a été acquis et qui a été transmis. Oui, mais ça fait partie, en général, du processus normal aussi de la vie des espèces. Et de toute façon, ça ne modifie pas, ça modifie l'expression génétique, mais ça ne modifie pas l'état du génome. Alors, il y a des choses qui modifient l'état du génome et qui viennent de l'extérieur. Par exemple, les rétrovirus. Enfin, ça, c'est encore moins adapté, je dirais. En ce qui concerne l'épigénétique dans la lignée germinale, elle est très utile. Et la transmission d'informations de la mère à l'enfant, elle est très importante. Et ça, on l'a toujours su dans la génétique. Ça s'appelle les effets maternels. Ils sont très, très importants. Lorsque l'embryon se forme, il utilise énormément d'outils qui ont été développés par la mère, certes, mais surtout par le génome de la mère, qui n'est pas forcément le génome du zygote qui a été formé. Donc, c'est ça. Alors, les gens jouent sur les mots en disant que c'est de l'hérédité des caractères acquis, parce qu'en fait, c'est vraiment le nec plus ultra de la génétique mendélienne. Merci. Je n'ai pas été trop long, j'espère. Pourriez-vous revenir sur l'explication de la courbe à point de rebroussement de John Maynard Smith, oui. Revenir sur une explication de ce qu'elle exprime, cette courbe. Ce qu'exprime la théorie de l'autostop. Oui, revenir sur cette diapo pour la réexpliquer, oui, on va y revenir, s'il vous plaît. Oui, parce qu'elle est un peu compliquée quand même. J'avoue que c'est pas une fille. En fait, elle n'était pas très loin. Voilà, il y a celle-ci, oui. Et puis il y a celle-ci qui l'explique. Voilà, mais la première aussi. déjà, enfin... La première peut-être. L'esprit des choses, pas le général. Détail de la forme. Donc, alors, ici nous avons un chromosome et nous avons des nucléotides. Alors là, j'ai mis 0, 10, 20, 30, 40, ce sont des kilobases. À chaque fois, il
il y a à chaque fois des kilobases. À chaque fois, il y a 10 000 paires de bases, 10 000 A, C, G, T. Donc, en l'élan du chromosome, la distance, elle est importante en termes de matériel génétique. Et ici, là, nous avons le niveau de variabilité normal, neutre, de ce chromosome. Donc, il est présent à gauche, il est aussi présent à droite. Et puis, entre, il y a un trou. Un trou qui s'est formé ultérieurement et qui a fait disparaître cette variabilité, fait disparaître la variation. Et pourquoi la variation a-t-elle disparu? Parce que lorsque une mutation se fixe, elle va très vite. Voilà. La variation, c'est la présence d'une base donnée, T, G ou C. C'est ça ce qu'on appelle la variabilité. Alors, ce que j'appelle la variation... Ouais. Alors, voilà. C'est ça. Voilà, le problème, c'est ça de vouloir... J'essaie de m'exprimer avec les mots de tous les jours pour dire des choses pour lesquelles on a des expressions. Si je disais l'hétérozygosité, par exemple, je crois que ça crisperait les gens. Dans les chaînes que vous avez montrées, c'est très clair. Nous avons une mesure. Nous avons un changement ou pas? Nous avons une mesure de la variabilité. En fait, ce qui est écrit ici, ce qui est écrit sous le terme de variabilité, ce n'est pas le fait qu'il y ait deux états alternatifs, parce que sinon, évidemment, ça ne serait pas quantitatif. C'est ce que nous appelons, en fait, la diversité allélique, disons le mot. La diversité allélique, c'est une mesure de la variation d'un groupe dans son ensemble, d'une population dans son ensemble. Ça se définit comme la probabilité de trouver deux gènes différents lorsqu'on en tire deux au hasard. Et si on l'appelle l'hétérozygosité, expression compliquée, c'est parce que quand on tire deux gènes différents d'une population, on fait un hétérozygote, ce que les généticiens appellent un hétérozygote. Donc, en fait, c'est une mesure statistique de la diversité. Donc, c'est pour ça que nous avons quelque chose qui est très quantitatif. Cette diversité génétique disparaît ici. Si on prend la figure suivante, la diversité, ce serait une mesure qui me calculerait sur l'ensemble de ces séquences la probabilité d'avoir deux nucléotides différents au même endroit. Par exemple, la diversité d'un jeu de cartes où il y a autant de piques, de cœurs, de carrés ou de trèfles, c'est de 3 quarts. 3 quarts. Parce que je n'ai qu'une chance sur 4 de tomber soit sur 2 cœurs, soit sur 2 trèfles, soit sur 2 etc. Oui, ça doit être ça, oui. Oui, si je prends deux cartes, j'ai qu'une chance sur 4 de tomber sur la même, 2 fois sur la même couleur. Donc la diversité, ça va être 3 quarts dans ce cas-là. Donc c'est une mesure quantitative. En fait, simplement, il y a des formules un peu compliquées parce que dans la nature, les jeux de cartes, ils sont jamais avec un nombre égal d'alternatives. Il y a des fréquences. Quand il y a plusieurs allèles, il y en a un qui va être à la fréquence 20%, d'autres 33%, d'autres, etc. Donc, on a une mesure de diversité comme ça, qui est facile à expliquer, mais enfin là, il faudra un tableau noir et tout ça. Donc, ce que je voulais dire par diversité, c'est ça, c'est une mesure statistique. Merci. Attendez, excusez-moi. Dans le schéma, la variabilité est exprimée en 8 millièmes, par exemple, ou entre 2 millièmes. Mais c'est quelle unité, s'il vous plaît? Alors, je reviens sur ce schéma-là. Là, lorsqu'il parle de variabilité, Maynard Smith, dans cet exemple-là, donc c'est en millième, c'est le nombre de nucléotides qu'il faudrait parcourir le long du chromosome pour trouver deux états différents. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a une autre question pour le professeur Veuille? J'ai des questions très dures. Ça fait plaisir au niveau scientifique. Oui. Moi, j'ai une question beaucoup plus simple. Vous dites qu'on ne peut pas remonter à plus de 250 milliers d'années chez l'homme parce qu'on manque de matériel génétique. On manque de variabilité. Si je reprends, par exemple, cette figure que j'aime bien, là, hop. Voilà. Vous voyez les chimpanzés, là?
par exemple. Là, je ne sais pas quelle population de chimpanzés. Ça, c'est l'une des 4 sous-espèces de chimpanzés qu'il y a là. Ici, à l'extrémité, ce qu'on appelle les feuilles de l'arbre phylogénique, c'est-à-dire les séquences qui ont été véritablement séquencées. Et puis là, on a l'arbre généalogique quand on remonte le temps, qu'on peut calculer, c'est une topologie que l'on peut refabriquer en utilisant des logiciels de phylogénie moléculaire. On peut étudier la variabilité de cette population, mais ici, là, après, on tombe sur un ancêtre commun. Alors, cet arbre a été construit avec des mutations, en utilisant les mutations qui différencient les différentes mitochondries qui sont là. On peut remonter comme ça conceptuellement le temps jusqu'au moment où on est passé par toutes ces filiations et toutes ces mutations, mais après, on n'a plus de variabilité. Et ça, donc, des longueurs de branches dans un arbre phylogénique, ça correspond à du temps. Donc après, on ne peut plus remonter le temps. Alors, chez l'homme et chez les chimpanzés, cette capacité à remonter le temps dépend de ce que j'ai appelé NE quelque part, là, qui est cet effectif virtuel, qui est l'effectif génétique, qui n'est pas véritablement un effectif d'individu, hein, mais qui est une mesure commune, qui est de 10 000 seulement chez l'homme, qui est de 12 000 chez le bonobo, qui est de 20 000 chez le chimpanzé et qui est de 25 000 chez le gorille. Ce sont des espèces qui sont plus variables que nous. Hein. Alors, on peut remonter le temps, plus ou moins, dans les espèces comme ça, et puis après, on cesse de faire de la génétique des populations. On devient un systématicien qui fait de la phylogénie moléculaire. D'une certaine manière, la différenciation du travail entre le généticien des populations et le systématicien, c'est que nous travaillons sur des échelles de temps de quelques centaines de milliers d'années. Après commence le travail du systématicien. S'il vous plaît, la mutation du gène qui fabrique la lactase chez Homo sapiens ne pourrait-elle pas être due à la persistance du nomadisme chez certaines populations, contrairement à ceux qui se sont sédentarisés très vite, plus tôt? Vu que leur bétail était une richesse et que donc ils buvaient le lait systématiquement, alors que le nombre de têtes de bétail, historiquement on le sait, était une monnaie ou était très importante. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, oui, j'en pense qu'effectivement nous avons tous envie de construire des hypothèses. Et il est évident que derrière, il y a des pratiques culturelles. Hein. Maintenant, alors, pour que ces gènes aient évolué, il faut plusieurs choses. D'abord, il faut que les gens aient bu du lait frais. Donc, nous connaissons effectivement des populations, aussi bien en Europe du Nord qu'en Afrique, qui boivent du lait frais. Mais par ailleurs, ces événements de sélection, même s'ils sont courts dans le temps à l'échelle géologique, sont très longs à l'échelle de l'histoire de l'humanité. Et c'est là qu'il y a un problème. C'est que nous ne connaissons l'agriculture, la domestication du bétail, il y a 6 ou 7 000 ans, quelque chose comme ça. Je ne sais plus, 7 ou 8 000 peut-être. Enfin, c'est dans ces eaux-là. Il nous est très très difficile d'inférer, d'après ce que nous savons actuellement, des données anthropologiques sur les populations, qui sont souvent des peuples sans écriture que nous étudions, de savoir quels étaient leurs ancêtres d'abord, où ils étaient, lesquels c'était, et puis quelles étaient leurs pratiques alimentaires. Donc la question c'est ça. On est certain que là où une forte persistance de la lactase existe, c'est qu'il y a eu beaucoup de générations ancestrales où on a certainement consommé du lait frais, mais savoir où et quand, c'est très difficile. Merci. Excusez-moi, il y a une question par là. Je suis désolée, en haut. Oui. Je reviens vers vous, monsieur. Ah oui, bon, alors, comment expliquer ça? Voilà, sur un de vos derniers clichés, là, ça représente, si vous voulez, un Y à l'envers, c'est-à-dire qu'il a les pieds au plafond, oui. Le Y qui commence comme ça et se termine du côté. Il y a une belle tête tout en haut, là, un de nos ancêtres, non un de nos... Si, peut-être ancêtre, allez savoir, parce qu'il est très rustique celui-là. C'est un singe, je ne sais pas comment dire ça, moi.
Et alors, si vous voulez, il est en position, je vais faire une analogie footballistique. Il est en position de gardien de but là-haut. Alors, en ailier gauche, en ailier droit, on va commencer par le droit. L'ailier droit, c'est un chimpanzé qui est en train de s'exprimer. Il parle ou il chante, je ne sais pas. Et à la position ailier gauche, c'est un homme. Mais il a une caractéristique, celui-là, il a une cigarette au bec. Alors, j'ai eu le chimpanzé ailier droit, c'était en direction de G, j'ai lu ça. Et pour l'homme, c'était A, autrement dit, c'est un changement quelconque du côté des gènes, oui, c'est ça. Bon, ben voilà, alors ma question, je vais vous dire, moi, finalement, comme vous voyez, je n'ai jamais, par rapport à l'homme, je n'ai jamais fumé. En revanche, je bois encore du lait et pas mal de lait. Je ne suis pas normal, finalement. Vous voyez bien. Le fromage, quel est le fromage le plus intéressant pour la question du lactase? C'est sérieux ce que je dis. Ça, c'est Est-ce que c'est pour ça? C'est pour ma santé à moi. La science est incapable de répondre. Non, mais je plaisante. Non, alors, est-ce que vous me conseillez le fromage? Non, en fait, je veux dire le roquefort, le camembert ou le comté. Voilà, je mange les trois. Lequel est le mieux pour... Je vous avoue, à Paris, on a quand même d'excellents fromagers. Je ne vais pas dire des noms parce qu'on est dans un lieu public, mais à chaque fois, j'en achète plusieurs à la fois qui sont très, très différents les uns des autres. Il y a quelque chose que vous avez dit qui montre qu'il y a quelque chose d'inexact dans l'une de mes figures et je voudrais le corriger maintenant. Ça tombe bien que j'ai la figure présente là, ici. Je vous ai dit qu'ici, nous avions la racine de cet arbre phylogénique. Et puis là, nous avons un nœud qui mène d'une part au gorille et d'autre part, il mène à l'ancêtre commun de l'homme et du chimpanzé. Il est évident qu'une telle figure, je ne suppose pas que le gorille est l'ancêtre de l'homme et du chimpanzé. Simplement, il nous permet de mieux savoir quelle est la valeur du point qui est ici, auquel il est apparenté en quelque sorte, et de savoir et de différencier les mutations qui viennent de par là et les mutations qui viennent de par là. Alors, je reviens maintenant à la figure qui était tout à fait à la fin en Y, dont vous me parliez, où il y a ici, en fait c'est un acteur célèbre à droite, j'ai oublié son nom. Ah, Sean Connery, voilà, c'est ça, oui, c'est Sean Connery. C'est un... voilà, quand il était jeune, je crois que maintenant il est plus comme moi, par exemple. Donc ici, nous ne supposons pas que cet animal-là, qui est le gorille, est l'ancêtre des deux autres, mais l'ancêtre commun de ces trois espèces est situé quelque part par là. Et le fait qu'il ait deux mutations là, qui soient communes, tantôt avec l'un, tantôt avec l'autre, nous permet simplement d'orienter les mutations. Donc je voulais préciser ça parce qu'effectivement, là, il était dans une position d'être figuré comme un ancêtre, mais il n'est pas du tout l'ancêtre. L'ancêtre, il est quelque part par ici. Et sinon, je ne sais absolument pas quels sont les goûts de Sean Connery en matière de fromage, mais je pense qu'il y a des fromages intéressants dans les îles britanniques et je pense que, en Écosse, je ne sais pas, aussi, en Écosse, si, il y a des moutons en Écosse, il y a plein de moutons en Écosse. Donc je pense que pour cette figure-là, c'est certainement le fromage de brebis qui est le plus intéressant. Oui, pardon. Vous avez fait référence tout à l'heure au régime alimentaire et vous disiez qu'il y avait des difficultés à les déterminer. Est-ce qu'au niveau de la paléontologie, à travers l'analyse des dents, on n'arrive pas maintenant avec les nouvelles technologies à mieux cerner le régime alimentaire? Ah oui, certainement, oui. Moi, ce n'est pas ma spécialité, mais je peux dire ce que je sais d'après des collègues. Si, d'après les dents, on peut déterminer le régime alimentaire
pour les éléments qui sont très abrasifs, comme la silice par exemple, qui se trouve beaucoup dans les graminées, des choses comme ça. On peut aussi déterminer le régime alimentaire d'un certain nombre d'organismes avec le delta C13, je ne sais plus, enfin avec des éléments isotopiques qui permettent de savoir, mais c'est à ça que je pensais aussi, mais là après on entre dans le domaine qui pour moi est un peu une inconnue et je peux pas dire jusqu'où on peut en fait aller dans les détails. Est-ce qu'il y a une autre question ou... Non? Bah alors écoutez, je vous donne... Ah, pardon, excusez-moi, monsieur. Moi, il y a quelque chose que je n'ai pas bien compris dans votre exposé, là. C'est, est-ce que vous avez parlé uniquement des gènes ou de... Parce que dans le chromosome, il y a des gènes, mais il y a aussi plein d'autres choses, des séquences dont on ne sait pas grand-chose, qui sont entre les gènes. Est-ce que votre exposé concerne toute la chromatine ou simplement les gènes? Alors, bon, ce qui est intéressant, d'abord, ces séquences qui ne codent pas, elles sont à la fois très utiles, parce qu'elles servent un peu de référence par rapport à celles qui codent, elles permettent d'avoir un contraste, et en même temps, elles sont un petit peu embarrassantes, parce qu'on n'est jamais sûr qu'elles ne servent pas à quelque chose. On les appelle souvent du DNA poubelle, junk DNA. Mais elles ne sont pas tellement poubelles que ça, parce que c'est vrai que dans beaucoup de cas, en fait, elles ont été utilisées par les organismes pour faire autre chose. Par exemple, un certain nombre de rétrovirus qui sont chez les mammifères sont utilisés dans la formation, je crois, du placenta. En utilisant, donc ils produisent des protéines de l'enveloppe qui permettent aux mammifères de vivre leur vie de mammifère. Donc ces séquences poubelles, en fait, malgré tout, ont parfois été recrutées par l'organisme. Donc créer des sortes de gènes nouveaux pour l'organisme. Donc ça, c'est un problème. Sinon, il est certain que les gens qui cherchent à différencier génétiquement la lignée humaine des autres lignées de primates, ils regardent évidemment dans les parties codantes. Dans les parties codantes ou autour des parties codantes. Parce que vous avez vu que dans l'exemple que j'ai donné pour le gène de la lactase, il y avait quelque chose qui s'appelait LCT. Cette chose qui s'appelle LCT, sur laquelle il n'y a pas de mutation intéressante pour nous, code vraiment pour la protéine. La mutation intéressante, elle est située à 14 000 paires de bases plus loin que le gène, et c'est une mutation, pense-t-on, dans une zone régulatrice. C'est-à-dire, en fait, ces séquences codantes sont environnées d'éléments régulateurs. En fait, il y a énormément de molécules qui se reconnaissent à l'intérieur des chromosomes, qui vont se chercher très loin les unes les autres, et qui régulent l'expression génétique. Et en l'occurrence, les différentes mutations qu'il y a sur la lactase sont probablement dans une zone de régulation de l'expression du gène lactase et pas dans le gène lui-même. Donc ça, c'est une des difficultés du problème pour les généticiens des populations. Maintenant, c'est vrai que les généticiens, nous sommes dans le réel, c'est-à-dire que nous sommes bien obligés de tenir compte du fait que parfois les éléments importants du génome ne sont pas, et très souvent, elles ne sont pas dans les régions codantes. Alors, c'est ennuyeux techniquement parce que c'est plus facile de reconnaître une région codante. Il y a plein de programmes informatiques qui savent très très bien faire ça. Et découvrir des régions régulatrices, c'est difficile parce que nous n'en avons pas en général un dénombrement total. Et puis par ailleurs, nous ne comprenons pas entièrement actuellement la régulation du message génétique. Donc voilà. Bien, merci. Est-ce que c'était la dernière question? Oui. De toute façon, alors merci beaucoup, professeur Veuille. Merci beaucoup.